Bonjour à tous. Dans ce nouveau podcast, nous allons revenir sur les événements du 7 octobre 2023 en Israël et sur les attaques du Hamas sur la population civile israélienne qui ont eu lieu à cette période. Alors, nous savons que aujourd'hui, la présence du Hamas continue à poser problème dans le monde israélien parce que les otages n'ont toujours pas été tous libérés. Du côté palestinien, malheureusement, la crise sanitaire, politique, sociale continue. Donc ce sont des innocents, des femmes, de jeunes enfants qui sont une fois de plus victimes de la politique défaillante de leur gouvernement et des groupes terroristes qui les dominent. Et dans ce podcast, nous allons parler spécifiquement du cas de deux victimes africaines qui ont été assassinées par le Hamas et dont les cas n'ont jamais été reportés dans les médias américains et occidentaux, francophones, anglophones, etc. Tels que les faits nous ont été présentés, l'attaque du Hamas du 7 octobre était une agression de la part du groupe du Hamas contre la population juive israélienne. Ce qui n'est pas dit, c'est que le Hamas n'a pas enlevé que des juifs. Le Hamas ne s'est pas attaqué qu'aux juifs. Bien évidemment, nous savons que la majorité, la grande partie des victimes étaient de souche juive israélienne, mais il y a eu des étudiants thaïlandais qui ont été enlevés, des Philippins, des citoyens arabes israéliens qui ont été attaqués, et des bédouins israéliens, aussi bien noirs que blancs, qui ont subi la violence du Hamas. Et dans cette violence-là, il y a le cas de deux jeunes étudiants africains, Clement et Joshua, qui eux étaient d'origine tanzanienne, des jeunes dans la vingtaine, plein de vie, qui travaillaient dans le kibbutz, près de la frontière. Et ces jeunes avaient reçu une bourse d'études pour faire un échange scolaire avec une université israélienne de la région. Et donc, ils devaient effectuer un stage dans le secteur de l'agriculture pendant 11 mois afin de gagner en expérience et de retourner en Tanzanie pour continuer leur business agroalimentaire. Ils ont été enlevés par le Hamas et assassinés en moins de 24 heures. Alors, le corps de Clement a pu être retrouvé et rapatrié en Tanzanie. Et jusqu'à ce jour, le corps de Joshua est perdu à Gaza. Il y a une vidéo de la mort de Joshua qui circule sur les réseaux sociaux dans laquelle on voit le jeune homme se faire massacrer gratuitement par le Hamas alors qu'il plaide pour sa vie. Alors, le problème de cet enlèvement, le problème de cette violence renvoie à beaucoup de issues, comme on dit en anglais, qui méritent d'être mis en avant. Alors tout d'abord, il y a un intérêt à cacher les victimes qui appartiennent aux minorités du monde israélien et palestinien. Dans le monde occidental, il y a, aussi bien du côté sioniste que du côté pro-palestinien, une forme de croyance dans une guerre qui est présentée comme duel, comme manichéenne, où les Israéliens d'un côté attaquent des Palestiniens et où des Palestiniens d'un autre côté attaquent des Israéliens. Vous avez des gens qui fantasment dans le monde occidental sur la Palestine, qui romantisent la Palestine, tout comme vous avez des sionistes, qui peuvent être aussi juifs que chrétiens, qui fantasment sur Israël et qui oublient que cette région est peuplée de gens, d'innocents, qui subissent les conséquences des décisions politiques de leurs dominants. D'accord ? Rien n'est jamais duel. Tout est toujours fluide. Tout est toujours compliqué dans cette région. Et donc, la vision simpliste, elle est quelque part, elle
elle porte des limites. Parce que par la mort de Joshua et Clement, on peut voir à quel point les minorités en Israël sont invisibilisées dans le conflit. Et elles sont davantage invisibilisées lorsqu'elles sont noires. Mais ironiquement, dans le cas de Joshua et Clement, ce sont les médias israéliens qui ont rendu le plus hommage à ces deux jeunes Tanzaniens. Il n'y a rien eu du côté américain, c'est-à-dire qu'il y a quelques rares médias américains qui ont écrit sur la mort de Joshua, mais ces gens ont rapporté des articles qui avaient été déjà publiés par les Israéliens. Les Israéliens de tout rang ont rendu hommage à ces jeunes hommes, ont posté leurs photos, ont laissé des commentaires d'amour, de paix, reposer en paix, en dessous des commentaires Instagram où il y avait leurs photos. C'est-à-dire que les gens qui se sont occupés des otages israéliens, les organismes qui se battent pour libérer les otages israéliens, ont quand même eu la décence de ne pas faire de distinction entre les otages. Ils ont quand même eu la décence de valoriser toutes les victimes au même titre. Et Joshua et Clement ont été honorés au même titre que les autres victimes, juives et non juives, du Hamas et des enlèvements. Dans la vidéo de la mort de Joshua, que je vous déconseille de voir, on voit toute la barbarie du Hamas. Pendant que le jeune homme est en train de plaider pour sa vie, on voit dans le regard des gens du Hamas une véritable haine. Et il est fortement probable que cette haine envers ce jeune homme ait été motivée par la négrophobie. Parce qu'en moins de 24 heures après leur enlèvement, ces jeunes hommes ont été assassinés. Parler de la mort des deux jeunes Africains tanzaniens serait un problème, surtout aux États-Unis et dans le monde occidental européen, où il y a une grande coalition d'activistes pro-palestiniens. Ce serait un problème parce que les activistes pro-palestiniens et les activistes palestiniens cherchent à créer une alliance avec les Noirs occidentaux, une alliance qui rassemblerait toutes les personnes de couleur qui seraient opprimées par le monde occidental et le monde sioniste et le monde ceci et le monde cela. Pourtant, ces activistes pro-palestiniens et ces activistes palestiniens blancs n'expliquent pas aux Noirs américains et aux Noirs africains occidentaux que les Noirs, dans leur monde, dans leur société, sont considérés comme des sous-êtres et que le monde arabe est aussi cruel, violent et anti-noir que le monde occidental. Peut-être voire même pire, parce que les Noirs du monde occidental sont méprisés, mais ils accèdent quand même à des postes. Le monde occidental, on a vu quand même l'élection du métis Barack Obama. On voit des Noirs américains qui ont des postes. On voit des Noirs africains d'origine africaine, d'origine afro-antillaise, qui ont des postes, qui font des choses, qui créent des choses. La condition du noir dans le monde arabe est plus que déplorable. Si bien, et ça c'est une réalité que beaucoup de pro-palestiniens et de palestiniens ne veulent pas dire, à Gaza même, qui est en train d'être complètement, la ville est en train d'être complètement détruite, à Gaza même, là où des milliers de Palestiniennes, jeunes femmes, de jeunes enfants, de jeunes bébés sont en train de mourir dans des conditions atroces, il y a une discrimination raciale à l'égard des Noirs gazaouis. Les Noirs gazaouis sont faits de plusieurs souches. Vous avez des descendants d'Égyptiens, vous avez des descendants de souches hébraïques qui ont été arabisés, vous avez des descendants d'Arabes, vous avez aussi malheureusement des descendants d'esclaves qui ont été victimes de la traite arabe qui sont là.
Et les groupes descendants d'esclaves sont toujours les plus méprisés dans le monde arabe, y compris à Gaza, où un quartier pauvre dans lequel ils vivent leur est dédié. Et ce sont des Noirs qui sont là. Le quartier des Habd, le quartier des esclaves. Et ce sont des gens qui souffrent d'une grande discrimination, d'une grande souffrance, d'un abandon en tant que Noirs dans un monde qui est déjà méprisé. Et le monde arabe est un monde qui hiérarchise autant que le monde sioniste et que le monde occidental. Il y a une pyramide raciale, une hiérarchisation raciale qui existe au sein de cette pyramide. Et le noir, surtout s'il est descendant d'esclaves, subit les pires conséquences. Et les cas de Joshua et de Clement révèlent que tout ce qui a trait à l'africanité dans le monde israélo-palestinien est invisibilisé. C'est-à-dire que les gens n'existent pas. Je vais parler également d'un autre cas, de comment la guerre de 1967, la guerre des 6 jours, a empiré la condition sociale de beaucoup de Noirs de Jérusalem. Vous avez des Noirs de Jérusalem qui sont dans le dôme, qui vivent dans le dôme, Via Dolorosa, des Noirs de Jérusalem qui sont des Noirs arabes de Jordanie, qui ont été déplacés et qui vivent là, qui errent, qui n'ont pas forcément de papier, ou qui sont reconnus comme des résidents permanents de l'État d'Israël sans vraiment avoir de papier, sans vraiment avoir d'identité. Et il y a toujours ce silence, cette invisibilisation, parce que nous évoluons dans un espace qui n'a pas été fait pour nous, mais qui fut, dans les temps anciens, africain. Parce que Israël, Palestine, Jordanie, c'était la terre de Canaan, c'était l'Afrique du Nord-Est. Canaan qui était fils de Ham, donc de souche négro-africaine. Et quand vous voyez la diversité des phénotypes qui peuvent exister en Jordanie, chez les Afro-Palestiniens, chez les Afro-Jordaniens, chez les Noirs du Negev, vous avez de tout. C'est une mini-Afrique dans un endroit qui avant était l'Afrique. Et ces espaces qui ont été idéologiquement, politiquement et socialement pris en otage par le pouvoir occidental, qui en a fait l'un des points de base de sa propagande du Grand Ouest, est l'une des plus grandes conséquences de ce traumatisme, de cette négrophobie dans le monde arabe et dans le monde juif, c'est cette habitude que les populations noires ont à se soumettre à cette invisibilité. C'est-à-dire que si dans le monde israélien, le noir est reconnu quand même comme un être humain, cette invisibilité démontre un désintérêt vis-à-vis de son histoire. On ne sait pas trop ce qu'ils font là, on ne sait pas trop ce qu'ils sont, mais on les laisse. On leur donne quand même quelques papiers pour qu'ils puissent travailler sans vraiment savoir ce qu'ils font là. Vous avez des sionistes qui clament leur fierté à l'idée d'être israéliens, qui aiment aller en Israël, et qui ignorent qu'à Jérusalem, il y a une communauté noire à l'intérieur du dôme. Pourtant, ils se rendent dans ce dôme presque tous les jours pour faire leurs prières, mais ils ne les voient pas. Et dans le monde arabe, l'invisibilité, le silence de ces communautés est lié à la barbarie à laquelle les Noirs ont été confrontés pendant l'esclavage arabe. Vous voyez, cette déshumanisation a mené à une peur constante, parce que le monde arabe est violent. Et le véritable problème vient du fait que tant que le monde africain lui-même ne se réunit pas, tant que le monde africain ne se reconnecte pas avec ses propres sources, du nord au sud, au centre, à l'ouest, à l'est, tant que cette question du colonialisme, de l'esclavage,
du racisme, de la violence, tant que ces questions ne sont pas abordées et résolues, la condition de ces groupes noirs, cette invisibilisation des Afro-Palestiniens, des Afro-Israéliens, elle continuera. Parce que quand on est afro-descendant dans le monde israélien, la seule manière d'être visible, c'est d'être juif. Si vous êtes métissé avec des groupes juifs blancs, si vous êtes métissé, si vous êtes éthiopien juif, vous êtes plus ou moins reconnu comme étant un être valable. Mais si vous venez d'une minorité, dans la minorité, les choses sont beaucoup plus compliquées. Et il y a tendance à croire que parce que historiquement l'Afrique a été complètement rejetée de l'histoire du monde, il y a cette conception selon laquelle dans le monde israélo-palestinien, il n'y a jamais eu de noirs. Et les cas de Clement et de Joshua montrent aussi que Israël, en tant qu'État moderne, a aussi des relations diplomatiques avec certains États africains. Il y a des États africains avec lesquels ça ne passe absolument pas, comme l'Algérie, mais vous avez des pays comme l'Afrique, des pays en Afrique de l'Est, comme la Tanzanie, etc., qui ont des rapports euh, cordiaux avec Israël et avec lesquels il y a des échanges d'étudiants. Donc, la présence noire en Israël, elle n'est pas seulement antique ou autre, elle est continue. Elle est continue, en petit nombre, mais elle est là. Vous avez aussi des communautés de Nigérians qui vivent en Israël, des immigrés du Nigeria, certains chrétiens, d'autres qui se sont convertis au judaïsme, qui vivent en Israël, qui ont leurs papiers. Vous avez les Noirs américains juifs de Dimona qui sont là depuis les années 60 et qui envoient leurs enfants à l'armée. Vous avez des immigrés camerounais, des immigrés congolais qui sont là. Ces gens-là contribuent quelque part à la multiethnicité africaine de la région. Sans oublier les Soudanais, les Érythréens, qui ont été beaucoup harcelés par le gouvernement de Netanyahou, qui ne voulait pas qu'il y ait un surplus de Noirs. On sait aussi qu'il y a ces échanges donc universitaires entre les Africains de l'Est et Israël, mais on sait aussi qu'Israël s'est quand même rendu coupable d'actes profondément racistes par l'expulsion d'immigrés africains vers l'Afrique et des expulsions qui sont aussi organisées avec le Rwanda. Voilà, on le sait. Israël a aussi été accusé d'avoir payé des gangs de Bédouins à la frontière vers le Negev pour aider à repousser l'entrée illégale d'immigrés érythréens. On sait que les Bédouins ont torturé des Érythréens avec le soutien du gouvernement égyptien, lui-même profondément négrophobe. Donc voilà, les rapports d'Israël avec le monde noir africain sont extrêmement complexes. Mais pourtant, dans cette complexité, Joshua et Clement ont réussi malgré tout à faire partie d'une expérience qui s'est avérée tragique. Et c'est là où il y a un problème. C'est que beaucoup de pro-palestiniens disent que le Hamas ne fait que défendre les intérêts du peuple palestinien. Mais Joshua et Clement n'étaient pas juifs. Joshua et Clement n'étaient pas juifs. Joshua et Clement étaient de jeunes Éthiopiens, de jeunes Tanzaniens, étudiants, probablement chrétiens, qui n'avaient rien à voir avec le conflit. Donc qu'ont-ils fait pour mériter tout cela? Merci.